Cette intervention, elle fait l'objet d'un travail que je termine actuellement et qui devrait donner un petit livre là prochainement, et qui fait suite aussi à des travaux que j'ai pu faire dans le cadre d'un post-doctorat à Polytechnique sur l'anticipation des conflits armés, où à l'occasion de ces recherches, j'ai croisé notamment l'itinéraire d'un personnage assez haut en couleur, dont je vous dirai quelques mots aussi dans cette intervention, qui s'appelle Ken Ross, et qui était un diplomate britannique au service de Tony Blair pendant la Deuxième Guerre en Irak, et qui a démissionné avec fracas pour ce qui avait été, selon lui, perpétré par le Royaume-Uni à l'époque, et qui va critiquer de manière très radicale, mais au sens aussi le plus noble du terme, la diplomatie telle qu'elle existe actuellement, qui va sortir plusieurs ouvrages d'ailleurs en ce sens, et qui lui-même se réclame anarchiste. Alors ça m'a interpellé, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de dialoguer assez longuement avec lui, et je me suis dit, est-ce que c'est pas quelque chose là qui a creusé, qui est un domaine de recherche qui a été très peu exploré, et donc je vais vous esquisser ici là, les quelques réflexions que j'ai pu avoir à partir de cela. Alors, déjà, très souvent, la diplomatie, quand on l'a en tête, ça va être un instrument politique qui sert à faire la paix. Très souvent, c'est quelque chose donc qui résonne de manière souvent positive. Et moi, à l'inverse, j'essayais de comprendre comment la diplomatie, au contraire, a été un instrument, peut-être parfois, alors pas toujours, bien évidemment, mais pour entériner des rapports de force, des rapports hiérarchiques, alors des rapports de domination aussi, mais pas que. Parfois, évidemment, aussi, la diplomatie a été le vecteur de transformation interne aussi aux institutions pour des formes d'émancipation. Mais ce qui m'intéressait d'abord au point de départ, c'est comment concevoir la diplomatie comme instrument politique. Alors, même déjà au XIXe siècle, c'est intéressant parce que quelqu'un comme Karl Marx, que vous connaissez tous, quand il était journaliste, il s'était intéressé beaucoup à cette question de la diplomatie comme, et c'est ce qu'il développera aussi dans sa théorie, comme un effet aussi de la lutte des classes. Et ça va être compilé notamment en 1899 par Eleanor Marx et Edward Aveling sous le titre Karl Marx Secret Diplomacy History of the 18th Century, Letters Written entre 1853 et 1856. Notamment, il s'était beaucoup intéressé à la guerre de Crimée. Donc c'est pas complètement nouveau, mais ça reste assez peu connu. Alors Ken Ross, dont je vous parlais juste auparavant, il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle The Independent Diplomat, où il écrivait cette phrase, les révolutionnaires de 1789, comme ceux de 1917, ont essayé de changer la nature de la politique ainsi que de la diplomatie. Ils ont rempli leur premier objectif, mais ont échoué au second. Donc il y aurait cette idée qu'en réalité, la diplomatie, alors pourquoi ? C'est quelque chose qui résiste en quelque sorte au processus de démocratisation. Bertrand Badi, qui est un contemporain, un internationaliste, il va un petit peu dans ce sens aussi, peut-être un petit peu moins radical, mais il va dire que l'initiative diplomatique a longtemps été le refuge de l'absolutisme avant de devenir, dans les démocraties accomplies, une source sûre et même légitime de personnalisation du pouvoir, du libre usage du secret par les gouvernements ou de commode confiscation de la raison d'État. Une logique de pouvoir s'est ainsi constituée au fil des temps, offrant au prince et à ses entourages un abri solide face aux assauts de la démocratisation. Alors, dans cette intervention, je vais voir trois points. Une première, je vais revenir un petit peu sur les fondations de la diplomatie moderne. Voir aussi dans un second temps comment il y a eu des tentatives de démocratisation de la diplomatie, comment il y a eu aussi des formes de diplomatie, comment il y a eu des formes de diplomatie alternative aussi,
Et enfin, comment peut-être essayer d'esquisser une théorie de diplomatie anarchiste. Alors, dans un premier temps, hein, comme vous le savez, la diplomatie, elle va être véritablement formalisée suite au traité de Westphalie, hein, avec 1648, où vous avez l'idée que eh bien, les États, désormais, doivent coexister sur un mode interétatique avec la reconnaissance de souveraineté mutuelle, des territoires aussi bien définis, avec des frontières fixes, d'où le terme, hein, de status qui va donner le terme d'État, hein. Il y a l'idée de stabilité, un équilibre confessionnel, une normativité juridique aussi qui ne sera non subordonnée à une instance impériale ou religieuse supérieure, et ça c'est très important évidemment, et c'est ce qui va donner aussi le terme d'anarchie en relations internationales, cette fois-ci, c'est l'idée qu'il n'y a rien au-dessus des États qui sont souverains, hein, qui sont autonomes. Contrairement auparavant, hein, vous aviez, à la fois avec les empires et évidemment aussi avec le poids de l'Église, qui était très important, des instances qui pouvaient en quelque sorte brider le pouvoir politique. Et alors, cette idée finalement que le système westphalien a mis fin à l'idée d'une monarchie universelle, c'est quelque chose aussi qui va beaucoup intéresser les premiers théoriciens anarchistes d'ailleurs, hein, comme Pierre-Joseph Proudhon, hein, premier théoricien anarchiste, hein, 1809-1865, qui va écrire dans un livre assez peu connu, hein, d'ailleurs, qui s'appelle « Si les traités de 1815 ont cessé d'exister », où il va dire, suite au traité de Westphalie, on a quelque chose qui est très intéressant, puisqu'il va y avoir une forme d'équilibre des pouvoirs sans de prédominance d'une monarchie universelle. Et ça, pour lui, ça relève d'un progrès politique. Alors, si on veut voir le versant plus négatif, c'est que cet ordre westphalien, il va opérer une double exclusion qui va empêcher aussi des formes de démocratisation. Exclusion avec une séparation très nette entre la société et l'État. Et donc, à partir de là, il va y avoir une véritable professionnalisation du corps diplomatique. Alors, auparavant, vous aviez évidemment l'existence de diplomates, mais c'était beaucoup moins formalisé. Vous n'aviez pas de corps à proprement parler. Très souvent, ça pouvait être des aristocrates, des religieux, des commerçants, etc. Tandis que là, on va avoir véritablement la constitution de ce corps. Et donc ce corps, il va être le véritable représentant, voire l'incarnation même de l'État, qui va se faire le relais de décisions qui, par le biais de la représentation démocratique libérale, eh bien, n'intègre pas nécessairement la volonté ou la décision des peuples. Donc on a déjà une fracture interne, hein, une séparation interne qui va être très importante et qui va venir consolider, hein, cette séparation entre État et société. Et ensuite, vous avez une séparation d'ordre davantage externe. C'est-à-dire qu'avec le traité de Westphalie, ne va être considéré comme interlocuteur que des alter-ego. Et quand on parle d'alter-ego, il s'agit d'alter-ego entre États. Alors d'abord entre États européens, hein, donc on est dans à la fois un statocentrisme qui plus est européen. Et donc, avec notamment la découverte du Nouveau Monde, eh bien, se pose la question de la légitimité de l'interlocuteur aussi. Donc, vous avez tout un tas d'entités politiques, mais qui ne sont pas nécessairement étatiques. Donc, des sociétés, des tribus sans État, etc. Alors, ça, c'est notamment un internationaliste qui s'appelle Rob Walker, qui parle de double extériorité. Hein, non seulement la diplomatie institue une frontière entre l'intérieur étatique et l'extérieur interétatique, mais elle présuppose une seconde frontière qui est moins visible entre le monde internationalisé et ce qui n'y a pas été encore intégré. Donc, ce dehors du dehors va désigner tous ceux
peuples, groupes, pratiques, temporalités qui ne peuvent être pleinement représentés dans les cadres diplomatiques existants. Donc les peuples autochtones sans État, les mouvements transnationaux non gouvernementaux, les subjectivités diasporiques ou fugitives, mais aussi les temporalités hétérogènes de la tradition, du mythe ou de la mémoire, qui résistent à l'horizon téléologique du progrès diplomatique. Donc la question n'est pas seulement, dit Rob Walker, qui est à l'extérieur de l'ordre diplomatique, mais qui n'a même pas le droit d'y être extérieur, parce qu'il n'est pas reconnu comme interlocuteur potentiel. Et cette ligne de fracture va traverser les dispositifs contemporains, par exemple d'aide au développement, d'intégration régionale ou d'accompagnement démocratique, qui vont toujours supposer une asymétrie dans la reconnaissance de la parole diplomatique. Alors, au vu de cette situation où il y a cette forme de résistance à la démocratisation et à l'inclusion de l'ensemble des personnes qui sont affectées par les décisions diplomatiques, il y a eu néanmoins des tentatives de démocratisation. Alors tout d'abord avec les révolutions françaises et russes, puisque dans la foulée de la Révolution française, il y a une critique très importante de la diplomatie qui est en quelque sorte le nid, ça a été déjà évoqué avec Bentham, mais de l'aristocratie. Donc s'attaquer à la diplomatie, c'est aussi s'attaquer à l'Ancien Régime dans toute sa splendeur. Alors, on va retrouver, notamment avec les Lumières, toute une dénonciation de la diplomatie d'Ancien Régime qui va être perçue comme un art aussi de la dissimulation et de la hiérarchie. Et dans la foulée donc de 1789, la critique va s'institutionnaliser sous une forme de série de mesures symboliques. Alors, notamment avec la réduction du budget des affaires étrangères, le serment civique des agents, la nomination parlementaire des ambassadeurs, le changement d'intitulé qui traduisent la volonté d'aligner la diplomatie sur les principes de souveraineté populaire et de transparence. Mais ces réformes vont rester largement superficielles. Le roi va conserver l'initiative en matière de guerre et de paix, le corps diplomatique va demeurer inchangé, et la société de cour va survivre sous des formes républicanisées. La Révolution russe, quant à elle, un siècle plus tard, va reprendre cette ambition, où le ministère des Affaires étrangères va devenir le commissariat du peuple, les diplomates vont devenir des représentants plénipotentiaires. Il y a même des archives secrètes qui vont être publiées et les privilèges du rang de diplomate abolis. Mais là encore, la nouveauté se heurte à la reproduction. La diplomatie soviétique se bureaucratise, se nationalise aussi, et va finir par reconduire les hiérarchies qu'elle voulait supprimer. Alors, il y a un historien de la diplomatie qui s'appelle James Derderian, dans un ouvrage On Diplomacy, qui va identifier 4 causes majeures à cet échec. D'abord, la contradiction interne entre l'universalisme des idéaux révolutionnaires et le nationalisme des pratiques de pouvoir. Au nom de la liberté et du prolétariat, les révolutions étendent leur influence par la conquête ou par la domination idéologique. Ensuite, les conditions géopolitiques, évidemment, qui ne vont pas aider. Encerclement, guerre, coalition hostile, qui vont contraindre à rétablir les instruments classiques de la réelle politique. Troisièmement, la prétention à la transparence absolue, qui va s'avérer difficilement compatible avec la nature même du champ diplomatique. Et enfin, dit-il, aucune de ces révolutions n'a pu instituer durablement des formes alternatives, puisque en France, la diplomatie révolutionnaire va rester très improvisée et instable. Une alternative à ces institutions sera en réalité très peu pensée. Et puis en Russie, elle va s'épuiser dans la centralisation partisane. Alors je pense qu'on peut ajouter aussi 2 autres causes supplémentaires. Tout d'abord, la réduction du sujet diplomatique à une figure unitaire, c'est-à-dire dans le cadre de la Révolution française, le citoyen, dans le cadre de la Révolution russe, le prolétaire, qui va empêcher toute reconnaissance de l'altérité réelle, culturelle et symbolique. Et l'autre concerne la reconduction du monopole étatique, puisqu'en prétendant incarner directement le peuple, les diplomaties, ou le prolétariat, les diplomaties révolutionnaires vont en réalité refermer l'espace diplomatique sur le pouvoir central, en excluant les médiations sociales, locales ou populaires. Alors, suite à ces révolutions, il y a eu toute une autre série de tentatives de diplomatie alternative.
ou subalterne, notamment si on veut reprendre l'anthropologie de James Scott. Alors comme ça, il y a des cas étranges, notamment dans la première moitié du XXe siècle. On a la tentative, par exemple, de la commune de Fiume, alors avec un poète un petit peu fou qui s'appelle Gabriele D'Annunzio, et qui va jouer justement sur un malentendu diplomatique suite à la Première Guerre mondiale avec l'Italie, où en fait on a cette petite commune de Fiume qui va être dans un territoire qui n'est pas encore quadrillé par les traités, et donc avec une bande comme ça de personnes un petit peu étranges, d'anciens combattants de la Première Guerre, qui viennent un petit peu de tous les pays, d'abord des Italiens, mais il y a plusieurs nationalités qui vont s'agréger. Ils vont s'emparer de cette ville et ils vont créer cette sorte de commune libre de Fiume qui entend faire la guerre à la Société des Nations. Parce que déjà à l'époque, la Société des Nations, elle n'a pas nécessairement bonne presse et va être considérée comme un système qui reproduit les pouvoirs, les inégalités, l'impérialisme des vainqueurs, etc. Et donc, ils vont proclamer une société internationale alternative où ils appellent l'ensemble des pays opprimés à les rejoindre. Alors, cette aventure fiumaine, elle va durer qu'un an, et puis ensuite, elle va faire l'objet d'une répression par le gouvernement naissant de Mussolini, mais on a déjà cette trace. Un petit peu moins connue, il y a Hannah Arendt qui en parle au détour de son livre sur l'impérialisme. C'est créé dans les années, fin des années 20, début des années 30, un congrès des nations, là encore contre la SDN, et qui entend regrouper tout un tas de minorités, alors les Juifs bien évidemment, mais aussi tout un tas de minorités, notamment des pays de l'Est, qui ne se sentent pas en adéquation avec la représentation de leur État. Et donc avec cette idée que les minorités doivent se rassembler et constituer une société, là encore, alternative, par une diplomatie parallèle qui serait vouée, si ce n'est à remplacer, au moins à compléter la SDN. Mais là encore, ce congrès, il va pas faire long feu, puisqu'il va y avoir 3-4 éditions de ce congrès avant de péricliter au début des années 30. Ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a un certain nombre aussi de tentatives diplomatiques. Alors, en Amérique du Sud, on a par exemple l'organisation du traité de coopération amazonienne, où va émerger des diplomates autochtones qui entendent négocier directement avec les ONG, les gouvernements et les institutions internationales. On a un certain nombre de forums alternatifs aussi, comme le Foro Social Mondial, le Cumbre Mondial de los Pueblos sobre Cambio Climático, etc. Mais à chaque fois, cette reconnaissance internationale va demeurer essentiellement symbolique, puisque les Nations Unies ne vont pas traduire ces engagements pris dans ces forums en droit effectif d'autodétermination. Donc vous avez tout un tas comme ça de tentatives de mouvements, y compris transnationaux. Alors il y a un ouvrage récent intéressant qui essaie de retracer ça un petit peu, de Pierre Dardot et Christian Laval, notamment, qui s'appelle « Instituer les mondes », qui revient un petit peu sur ces initiatives. Une autre qu'il a un petit peu moins, et dont je vous parlais, avec Karen Ross, donc lui qui a fondé cette ONG qui s'appelle The Independent Diplomat, qu'il a fondée en 2004, donc, et qui vise à rompre avec le monopole étatique de la représentation internationale. Et donc, ça va être la première organisation consultative diplomatique à but non lucratif qui entend démocratiser les pratiques diplomatiques en les ouvrant à des groupes marginalisés, donc peuples anglaires, communautés autochtones, sociétés civiles privées de voix.
puisque l'argument notamment de Karl Ross, qui a fait les plus grandes universités anglaises, c'est que la diplomatie, c'est avant tout une pratique très élitiste et qui découle aussi d'une pratique aristocratique. Et donc très souvent, les minorités ou les peuples qui n'ont pas voix au chapitre ne savent même pas comment s'y prendre, ne savent pas ce qu'est la diplomatie à proprement parler. Parce que c'est une pratique qui est saturée de codes. Et donc, avec cette ONG, précisément, il entend leur donner précisément les codes pour leur donner les capacités aussi de pouvoir négocier dans le cadre d'institutions internationales. Alors, ils vont intervenir en Syrie, notamment, pour peser dans les négociations de Genève 2 et 3. Ils vont intervenir aussi dans les îles Marshall pour se doter d'une stratégie de diplomatie climatique efficace. Ils vont intervenir aussi au Mali, au Sahara occidental, où ils vont accompagner notamment le Front Polisario, etc., etc. Alors, lorsqu'on parle de diplomatie, et là, plus dans cette troisième partie un peu plus prospective et normative d'une diplomatie anarchiste, lorsqu'on parle de diplomatie, on parle souvent de corps diplomatique. Et souvent, il peut y avoir une critique du corps diplomatique, comme d'ailleurs c'est le cas actuellement, et le gouvernement Macron, alors il y a un certain nombre de personnes qui s'en offusquent, qui va lui-même donner un petit peu un petit coup de canif dans cette idée de corps diplomatique. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas tant le corps diplomatique en tant que tel que sa dimension homogène, unitaire, rattachée à un État, et qu'au contraire, peut-être, il s'agirait de penser la multiplication de ces corps diplomatiques. Penser la multiplication de ces corps diplomatiques pour opérer aussi des rencontres, des jonctions, des connexions, puisque très souvent, ce qu'on va observer, et ça, Karl Ross, qui a été sur le terrain, est un témoin très important dans ses ouvrages, c'est que avec les corps diplomatiques traditionnels, ce qui va se poser comme question très souvent, c'est que le corps diplomatique, très souvent, il est dans une tour d'ivoire aussi. Et donc, il a très peu souvent les informations et les clés en main pour pouvoir prendre les décisions, pour donner aux décideurs les informations qui sont les plus pertinentes. Lui-même témoigne, par exemple, quand il est en Irak, il y a la centrale de Londres qui l'appelle pour lui demander ce qu'il en est de l'attentat qui vient d'avoir lieu près de l'ambassade où il se trouve, et lui-même n'est même pas au courant. Et donc, il informe la centrale via les informations de la BBC qui regarde en direct. Bon. Et donc, il y a plein de situations comme ça où, en fait, les diplomates n'ont pas les informations adéquates. Donc, la multiplication des corps diplomatiques permettrait de faire remonter les informations, en tout cas d'obtenir les informations qui sont les plus nécessaires et qui relèvent du terrain. Donc un corps diplomatique devrait pouvoir se situer à l'intersection de plusieurs pouvoirs. Là encore, le problème du monopole étatique, c'est que il est très, très surplombant, souvent détaché des réalités et avec une perception du réel qui souvent est soit faussée, soit motivée par des intérêts étatiques. Et Karl Ross lui-même hiérarchise ces divers intérêts. Et dit-il, très souvent, les États vont se comporter en diplomatie comme lorsqu'un joueur se comporte lors d'un jeu d'échecs.
avec les blancs, les noirs, leur manière de se comporter, soi-disant rationnelle, etc. Et lui-même, de par son expérience, il dit, mais en réalité, les relations internationales n'ont rien à voir avec des jeux d'échecs. Ça a plus à voir avec la peinture de Pollock. Hein, c'est très bariolé, en pointillé, un petit peu dans tous les sens, c'est beaucoup plus chaotique. Alors le diplomate, lui, essaie de remettre de l'ordre dans ce chaos, mais en réalité, il a beaucoup de mal. Donc une diplomatie à venir épouserait peut-être davantage cette forme chaotique en essayant de lui donner un semblant d'ordre, mais déjà en partant de la base. En partant de la base et en essayant d'imaginer aussi des possibilités d'une paix. Alors les anarchistes sont très attachés à l'idée de fédéralisme, notamment. Fédéralisme où vous avez une multitude de pouvoirs institutionnalisés, mais qui viennent du bas, hein, alors de la commune, de l'entreprise, puis ensuite des régions, etc. Et donc le diplomate, finalement, pourrait être à l'intersection de ces différents pouvoirs institutionnalisés qui remontent du coup du bas vers un sommet et puis qui pourrait embrasser un certain nombre de territoires, y compris de manière transversale, hein, d'ailleurs. Alors il y a un politiste qui s'appelle Léopold Kohr qui avait une réflexion intéressante d'ailleurs sur le rapport du pouvoir à la guerre. Lui il disait que la guerre, elle va être liée notamment à la taille du pouvoir. Hein, à la taille du pouvoir, et dès lors qu'un acteur va estimer que la taille du pouvoir de l'autre devient trop menaçante, eh bien il va lui faire la guerre. Et c'est en raison de cette perception de la taille du pouvoir politique de l'autre que la guerre va avoir lieu. Et donc comme solution, lui, il imagine plusieurs petites entités politiques, hein, qui se tiendraient en respect pour éviter qu'il y ait un seuil de taille, hein, de taille du pouvoir qui entraîne la guerre. Alors je pense que cette conception, hein, de Léopold Kohr, elle est un petit peu défaillante dans la mesure où on l'a vu dans l'histoire. Hein. Vous avez tout un tas d'exemples où vous avez des petites entités. On le voit notamment dans les cités de l'Antiquité, hein, les cités grecques par exemple, qui sont réduites à une petite taille, mais qui n'arrêtent pas de se faire la guerre pour autant. Hein, et parfois avec une violence très importante. Hein, on le voit très bien dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, hein, et le fameux dialogue des Méliens, où on assiste là, par écrit, une des premières formes de génocide. Bon. Donc c'est pas tant, je pense, la taille du pouvoir qui est importante, hein, et très souvent on a cette image d'Épinal des anarchistes en disant il y a que le local qui est important et c'est que sur une petite échelle que ça peut marcher. Moi je pense au contraire que ça peut marcher que à des grandes échelles, mais ce qui est problématique et ce qui entraîne la guerre en réalité, c'est pas la taille du pouvoir, c'est sa concentration. Et ça, quelle que soit la forme politique. Que ce soit la forme politique cité, la forme politique empire ou la forme politique État-nation. Et c'est cette concentration dans un pouvoir qui peut potentiellement entraîner la guerre, alors que si ce pouvoir est complètement déconcentré, fragmenté, mais où on a toujours des liens, des ponts via notamment des diplomates, et bien là, il peut y avoir davantage de conjuration, je pense, de la guerre. Et puis le diplomate, dans cette perspective, c'est aussi un individu qui peut construire la paix de manière, y compris infra-étatique. Certains diront infra-politique, mais je pense que ça peut demeurer politique. Alors il y a, y compris en termes inter-individuels, il y a ce très beau roman, puis je terminerai peut-être là-dessus, ce très beau roman de Colum McCann qui s'appelle Apeirogon. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. L'ont lu. Colum McCann lui-même, c'est un personnage intéressant parce que c'est un Irlandais du Nord, donc il connaît très bien
le conflit qui a opposé les Irlandais et les Anglais. Et il écrit un roman sur la guerre entre Israéliens et Palestiniens. Et dans ce livre, il retrace deux personnages qui existent vraiment, qui sont deux pères qui ont chacun perdu leur fille assassinée par le camp adverse. Donc une fille qui a été tuée par un sniper israélien pour l'autre, et l'autre dont le petit garçon est mort par un attentat palestinien. Et évidemment, dans un premier temps, ces deux individus, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de massacrer ceux qui ont pu perpétrer ces actes en face. Et puis, petit à petit, le temps passe et ils se retrouvent finalement tous les deux dans une association, alors dont la vocation est proprement diplomatique d'ailleurs, c'est de réunir des personnes qui ont vécu ce même traumatisme. Et donc là, il y a un commun, donc la paix comme commun, là, pour y revenir, c'est cette idée de communauté, où vous avez un groupe d'individus qui va pouvoir ensemble agir, produire du droit, etc. Et donc ces deux pères, ils se retrouvent ensemble avec cette commune, ce deuil commun, en quelque sorte. Et là, ils ont par cette rencontre, et je pense qu'en termes de théorie politique aussi, la thématique de la rencontre est fondamentale, y compris en diplomatie. Vous avez cette rencontre qui va être un phénomène fondamental. C'est-à-dire que dès lors qu'ils vont voir l'autre, ils vont se dire qu'en réalité, celui qui était considéré comme un ennemi absolu quelque temps auparavant a en réalité plus de points communs qu'avec ses congénères ou ses propres nationaux. Et donc ensemble, c'était Israéliens et ce Palestinien, ils vont fonder aussi une association pour la paix autour de cette thématique du deuil commun. Et voilà où je voulais en venir pour finir sur cette figure du diplomate, c'est comment aussi par la rencontre, il y a du commun qui peut se produire, et pas nécessairement par les formes institutionnelles, notamment étatiques, telles qu'on peut les connaître actuellement, et peut-être par y compris la pensée d'autres formes institutionnelles qui permettraient aussi davantage de rencontres, davantage de transversalité, mais aussi davantage de pouvoir aux individus du commun, j'allais dire. Et bien là, la diplomatie pourrait davantage se démocratiser.